Allez, bonjour les amis de trialclub.com, on est au salon de la moto et on est avec Jean Caillou et Olivier Bargeon qui font partie du Triumvirat qui s'occupe du WTB. Voilà. Alors parlez-nous un peu du WTB. WTB, c'est le Works Trial Bikes Owners Club. Donc ça concerne les motos d'usine de trial que nous essayons de réunir et de collectionner et de faire voir au plus grand public, tant au public trialiste pur qu'aujourd'hui à Lyon dans un public plus généraliste. D'accord. Alors au départ, nous n'exposions que des Honda d'usine puisque on le faisait sous l'égide du RTL Club. RTLR, Club Europe. Et il y a 1 an et demi, j'ai souhaité élargir ce club à toutes les marques de trial, toutes époques confondues, concernant ceci, donc toutes les motos d'usine de trial. Aussi bien une Sherco d'usine que les autres marques plus anciennes. D'accord. Il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Il peut y avoir une moto électrique qui aurait gagné un championnat du monde il y a 2 ans. Sur le panneau, voilà. On voit bien on a mis toutes les marques, mais presque. On a mis EM aussi, évidemment, si je me souviens bien. Honda pour commencer, parce qu'on a quand même quelques belles Honda à présenter. Et on a mis EM aussi. On a mis EM, on a mis Gaz. Donc ce groupe privé réunit les possesseurs de ces motos, les ingénieurs qui les ont fait, les journalistes qui en ont parlé à l'époque, les photographes, les pilotes qui les ont conduits. Donc il n'y a pas que des propriétaires. Il y a tous les gens qui peuvent apporter une pierre à l'édifice. Et donc dans ce club privé, il y a à peu près 80 membres actuellement. Dans le monde entier. Donc ça commence avec Sami Miller, le numéro 1. Vesterinen, on a Dougie Lampkin, on a des ingénieurs japonais, des pilotes japonais, quelques Français évidemment, des Espagnols, Italiens. En fait, vous créez une banque. Voilà. Des motos. Ça permettra, s'il y a besoin d'expertiser une moto sur ou pour renseigner un organisateur d'exposition pour qu'il sache que ce qu'il expose est réellement d'usine ou pas. Ils peuvent vous contacter. On aura toujours quelqu'un à qui demander et qui saura la réponse. Bon, alors ici, tu voulais rajouter quelque chose? Le petit point, c'est que nous avons aussi une page Facebook qui s'appelle dans le Works Trial Bikes. Et donc qui est actuellement suivi par un peu plus de 2000 membres dans le monde entier, dont des Japonais, des Américains, des Australiens, des Européens. Nous l'avons fait en anglais pour qu'elle soit compréhensible pour le plus grand nombre, évidemment. Donc sur les 2000 et quelques membres, on a à peu près 1000 anglais. D'accord. Mais c'est international et ça permet aussi de retrouver certaines photos qu'on ne connaissait pas de certains modèles et c'est très appréciable. Bien sûr. Voilà. Et alors là, sur le salon de la moto, vous êtes parti sur le thème que vous connaissez. Voilà, Jack Manchanin, l'organisateur, sachant qu'on avait quelques belles Honda qu'on avait déjà présentées pour la plupart du temps en Angleterre, mais aussi sur des manches du mondial, comme à Comblain-au-Pont ou à Andon. Il nous a demandé de commencer pour une expo généraliste par quelques Honda dont on connaît les propriétaires et qui pouvaient nous prêter des motos exceptionnelles. Eh bien, on va faire le tour. Ce sont 6 motos d'usine qui partent de 1974, quand Sami Miller a commencé à travailler pour Honda, jusqu'en 85, donc les dernières motos à refroidissement par air de chez Honda en compétition. Très bien. Alors on commence par la plus ancienne, hein. Hommage à la plus ancienne. Allez, je vous suis. Allez. Alors celle-ci c'est une Honda cadre Sami Miller. Donc en 74, avril 74, Sami Miller est engagé par Honda alors qu'il venait de terminer le développement de toutes les Sherpa Bultaco. Et pour les Sherpa, il avait fabriqué un cadre qu'il proposait à la vente, qu'il appelait Highboy, qui était en acier 24 CD4S chromé. Et il a... C'est ce qu'on appelait le tube Reynolds. Le tube Reynolds. Il a fait une version pour moteur Honda, le TL250, qui était déjà en développement chez Honda quand il a signé avec eux. Il est allé au Japon et il leur a montré ce qu'il fallait améliorer sur la moto de série, mais lui, il était engagé pour monter un team de compétition. D'accord. Donc lui-même s'étant retiré de la compétition internationale, il a engagé 4 pilotes, parmi lesquels Brian Higgins,
qui a roulé sur cette moto. Sur celle-là même. Sur celle-là même. Il y avait Nick Jeffries, qui est la grande famille de pilotes anglais, qui a été le seul à gagner à la fois une course du TT en production TT sur une Honda RC45 et avant en 76 a gagné les 2 jours du trial de l'île de Man. Et donc cette moto est un des 5 prototypes construits par Miller à cadre chromé et à moteur Honda. Alors il y en a eu 2 avec ces moteurs 250 de série et il y en a eu d'autres avec des moteurs qu'il avait commencé à modifier lui-même, raccourcir le carter inférieur pour gagner de la garde au sol et monter en cylindrée jusqu'à 305. Il a même fait pour un sidecar jusqu'à 405, plus de 400 cm3. Wow. Voilà, donc celle-là c'est une des 5. D'accord. C'est une des 5. Allez, à la suivante. Formidable. La suivante, on arrive en 75. Donc 75, il y avait 2 teams, le team Honda Angleterre, donc dirigé par Sammy Miller, et le team American Honda, dirigé par Bob Nicholson, un bon trialiste de Californie. Et lui, il a engagé 4 pilotes également, comme Miller, qui étaient Joe Guglielmelli, George Smith 3, Mark Egar et surtout Marlon Wallet. Marlon Wallet qui était un jeune garçon de 17 ans qui s'était fait remarquer l'année d'avant sur Montesa. D'accord. Et qui a donc battu en 75 le champion sortant Lane Levitt sur Bultaco avec ce prototype longue course, donc basé sur la moto de Miller qu'on vient de voir juste avant, avec un moteur usine 305 entièrement magnésium, sauf la culasse. D'accord. Et donc on voit que le carter est un petit peu plus bas, un petit peu plus court en dessous d'à peu près 2 cm que celui du moteur standard. 1 pouce, 2 cm et demi, Ouais, 1 pouce. à peu près 1 pouce. Et un cadre qui a été fait au Japon, lui, mais qui est quand même qui reprend les codes du cadre Highboy Sammy Miller. D'accord. Et celle-ci est unique en ce sens qu'elle a le petit réservoir que l'équipe anglaise n'a jamais eu, mais qui était particulière à la moto de Marlon Wallet, qui est un petit ensemble, c'est le réservoir en aluminium et non pas en train de verre. D'accord. Et donc ça, il n'y en a que 2 au monde. Waouh. De celle-ci qui a été réimportée des États-Unis. C'est la championne des États-Unis 75. Super. On passe à... On passe à une autre 75, si vous voulez. Celle-là. Ah oui. On va prendre de ce côté-là, si on veut. Ouais. Alors, là, on est avec une RTL 305, donc de l'équipe Sammy Miller, c'est marqué sur le réservoir, qui a gagné le championnat d'Angleterre 77 aux mains de Rob Shepherd. Rob Shepherd n'était pas encore dans l'équipe Sammy Miller en 75 et 76. Le premier pilote, c'était Nick Jeffries, on l'a déjà dit. Et en 77, quand il est engagé, il y avait une nouvelle moto. On va voir un petit peu plus loin dans celle du team américain. Mais Shepherd a préféré rouler le plus souvent avec l'ancienne 305 longue course. Donc c'est la course d'un 350 Honda, mais l'alésage toujours du 250 et ça fait un 305 cm3. D'accord. Comme celle de Wallet en 75. Évidemment, toutes ces motos tournent comme des horloges. En état de marche. Là on peut voir un petit détail. Ça c'est typique de celle de Wallet, de Shepherd, c'est la seule qui a ce silencieux de cette forme-là, et on voit qu'il a les 2 écrous sur lesquels était fixée la plaque numéro du Scottish 77. D'accord. Où cette moto a roulé. Donc magnifique. Elle a le même cadre que l'américaine, mais par contre elle a une fourche déjà usine taillée dans la masse que n'avait pas encore Wallet en 75. Et la coque en une seule partie. La fourche est de 77 quand Shepherd a été champion d'Angleterre à égalité de points avec Martin Lampkin sur Bultaco, mais avec une victoire de plus. C'est incroyable. Hein. Et c'est le seul titre de British Championship de Rob Shepherd. Waouh. Ensuite, puisqu'on est toujours en 77, ici on a ce magnifique prototype d'usine. Alors, on passe du moteur 4 soupapes longue course à un moteur toujours entièrement magnésium, mais 2 soupapes et course courte. Tellement courte que la course ne fait plus que 58 mm contre 71 sur l'autre. Et donc là, on a un gros piston de 82 mm de diamètre. La consigne des ingénieurs japonais, c'était que le moteur tienne entre 2 lignes de la même hauteur qu'un moteur Bultaco. Ah oui. Et il fallait aussi gagner du poids par tous les moyens pour être même plus léger que les 2 temps de l'époque.
Et donc ils ont fait un vilebrequin très léger, très allégé, qui n'a pas des grosses masses comme avaient les anciens moteurs. Et ça fait une moto qui fait au total 85 kg. Donc moteur tout en magnésium, sauf la culasse, visserie titane, même les axes de roue sont en titane. Le cadre en Reynolds aussi, tube carré à l'avant. Et le silencieux en tôle très fine. Et au niveau comportement, le fait d'avoir une course aussi a fait l'Écosse. Aussi courte. Alors au niveau comportement, c'est un moteur qui prend pas mal de tours, mais qui cale facilement sur le coup de piston, parce qu'il manque d'inertie. Donc ce à quoi les Américains ont remédié en mettant un carburateur de TL125. D'accord. Alors que l'équipe britannique, quand même. Oui, d'accord. L'équipe britannique, donc ça c'est un carbu de 20 mm. L'équipe britannique avait toujours le 26 mm pour avoir un peu plus de puissance en championnat du monde. Mais les Américains ne roulaient pas en championnat du monde, sauf Wallet, qui a fait deuxième de la manche du championnat du monde 77 aux États-Unis, qui avait été gagné par Charles Coutard sur sa Bultaco. Bien sûr. C'était Wallet le deuxième sur cette moto. Et cette moto fait quand même 85 kg. Voilà. Et pas beaucoup pour l'époque. Ce qui est moins que la longue course d'avant. Et en plus, on remarque que ce moteur, il ressemble étonnamment au moteur que tout le monde connaît de la 360 d'Eddie Lejeune. Simplement, il est un petit peu plus bas, parce qu'il a 1 cm de course de moins. Et donc, c'est la base, c'est le prototype un peu de la fameuse 360 qui va devenir championne du monde et qu'on va aller voir tout de suite. Allez. Voilà. Donc ici, on a à peu près le même moteur, mais tout est un peu plus gros. Et surtout, pour éviter de caler, la course était... Ils ont... Ah, c'est le volant qu'ils ont... Ils ont mis des volants moteur beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds. Le moteur donc est plus lourd, mais là il est plus en magnésium. Sur les premières RTL 360 qui étaient pilotées par Rob Shepherd avant que le jeune soit signé par Honda, l'écarter est encore en magnésium comme la 306. D'accord. Oui, l'autre on a oublié de dire, c'est 306 cm3. Celle-là, donc ils ont rajouté 1 cm de course, toujours 82 mm d'alésage, donc 68 de course, 82 d'alésage, ça fait un 360 cm3. C'était le moteur le plus puissant du championnat du monde à l'époque, plus de 20 chevaux, et avec le couple d'un 4 temps, toujours 2 soupapes par cylindre, un carbu de 26 mm tout en magnésium. Ah oui. La tôle, là, on voit que c'est un petit peu froissé, c'est de l'Inconel, donc c'est une sorte d'inox, mais qui permet d'être encore plus fin et plus léger que l'acier ou l'inox normal. Les amortisseurs sont toujours pas à air. Par contre, la fourche a gagné des valves qu'elle n'avait pas encore, et elle est devenue en 35 mm. Toujours les fourreaux taillés dans la masse, les moyeux en magnésium. Et donc c'est la moto d'Eddie Lejeune en 82, la première année où il a été titré champion du monde, puisque désormais il roulait sur les pneus Michelin qu'avaient ses concurrents les 2 années d'avant, où il avait fait 4e 2 ans de suite. Et celle-là, c'est la version championnat du monde avec la visserie titane un petit peu partout, alors que pour le championnat de Belgique, il avait une autre moto qui n'avait que de la visserie acier. Comme quoi, même chez Honda, on faisait des économies déjà. Mais il était tellement supérieur aux autres dans le championnat de Belgique qu'ils estimaient qu'il n'avait pas besoin d'avoir la version la plus chère. Ça, c'est des belles histoires. Mais le poids avait beaucoup augmenté par rapport à cette moteur. Alors, il y a pratiquement 10 kg de plus. Ah oui, quand même. 93 kg. Il faut dire aussi qu'on peut voir là, si tu fais le tour, elle a un radiateur d'huile. Ah oui. C'est la première année où elle a ce radiateur d'huile. Ils avaient fait quelques essais en 81 avec un autre radiateur d'huile. À partir de 82, pour les manches où il faisait très chaud, elle avait un radiateur d'huile. Et à côté, on a un mannequin dans une tenue originale d'Eddie Lejeune de 82. D'accord. Voilà. Avec ses fameuses lunettes. Et déjà les autocollants en Plastiflax. Alors Plastiflax, voilà, c'est la firme d'embouteillage plastique de son père, Pépé, le jeune, et qui déjà le sponsorisait même avant, quand il était encore sur la 200 blanche, qui avait un sabot et un dessus de selle en plastique de chez Plastiflax. Ah, oh. Ensuite, Eddie Lejeune a donc été champion du monde 3 ans de suite. Et ça, c'est cette dernière. Sur les 360 biamortisseurs qui ont juste changé de couleur. Et pour 85, Honda lui fabrique une moto entièrement sur mesure, un prototype réalisé exclusivement pour lui, puisqu'il était le seul pilote d'usine Honda en trial. Il n'y avait plus le pilote de développement Hattori, le japonais. Et ils ont fait cet engin dont l'équipage mobile
est toujours celui du 360 biamortisseur, toujours le même alésage course, 82 par 68. Donc un moteur toujours d'à peu près 20 chevaux, mais quand même très différent. Et surtout cet échappement monstrueux. Et la moto est beaucoup plus légère, surtout parce qu'elle est monochoc. Elle a le ProLink. Là, tout est différent. Tout est différent, sauf à l'intérieur, c'est la même boîte. D'accord. Mais l'axe de kick est plus haut, l'axe de sélecteur, on verra de l'autre côté, est plus haut aussi. Elle a une coque, évidemment, qui ressemble à celle des 250 qui ont été commercialisées la même année, les RTLS. Mais elle est toute spéciale, donc les moyeux sont évidemment en magnésium. La fourche est une nouvelle Showa de 37. L'usine, encore taillée dans la masse. 37. 37 mm maintenant, on n'est plus à 35. Et de l'autre côté, on peut voir l'axe de sélecteur qui est anormalement haut. Ah oui. Haut placé. Et puis donc un nouveau radiateur d'huile un petit peu plus compact. C'est une moto qui descend largement en dessous des 90 kg. On est plutôt revenu au poids des plus petites biamortisseurs. Seulement, en 85, il y avait un certain Thierry Michaud qui est arrivé, qui a gagné le titre avec l'aide de Fantic. Bien sûr. Et de toute l'équipe Fantic, on peut dire, dans les zones. Du coup, Eddy n'a fini que deuxième avec cette moto. Et ça a été une grosse désillusion pour Honda, puisqu'il sortait de 3 titres consécutifs. Donc la moto, toutes les motos, il en avait 2. Elles ont été détruites. Celle-ci, le cadre a été refabriqué à l'identique. Tout le reste est absolument d'origine. Même les roues, la fourche, tout sont des pièces d'usine qui ont couru au championnat du monde 85. Mais il restait aucun cadre, donc il a fallu le refabriquer entièrement. D'accord. Déjà, donc, cette moto est unique au monde, même au musée Honda, ils n'en ont pas. Ah oui. D'accord. Il y a quelques autres, ils n'ont pas non plus les 306 courses courtes qu'on a vu avant. Bon, magnifique. Quelle science. Voilà pour le tour. Les Honda, on les connaît un petit peu parce qu'on les pratique depuis plusieurs années. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a pu faire un stand un peu représentatif. On aurait pu en mettre beaucoup plus, mais on n'avait pas de quoi les transporter. Eh ben écoute, je vous remercie. Olivier est parti, mais... Olivier est juste là avec Didier Valade. D'accord. Voilà, il faut faire un coucou à Didier. On va faire un coucou à Didier. Je pense qu'il veut récupérer une Sherco d'usine.